Transférer un élève d'un établissement public à un autre est gratuit et permis partout au Mali. Cependant, nombreux sont les directeurs des établissements d'accueil qui exigent le paiement des frais y afférents qu'ils proposent eux-mêmes. C'est là en violation flagrante du règlement. Nous en parlons dans ce journal. La période de froid favorise certaines maladies, notamment respiratoires. Ces maladies font actuellement l'objet de nombreuses consultations dans les centres de santé. Les couches les plus sensibles sont les enfants et les personnes âgées. À 19h30 sur ORTM2. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à ce rendez-vous d'information. Je vous le disais à l'instant, le transfert d'un élève d'un établissement public à un autre est gratuit et permis sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, il ressort d'un constat que certains directeurs d'école exigent le paiement des frais y afférents qu'ils proposent eux-mêmes. Un état de fait contraire au règlement scolaire selon les autorités que nous avons approchées sur la question. Kounandi Abamani. Pour quitter une école pour une autre, l'élève doit aller avec un dossier qui constitue une copie d'acte de naissance, un carnet scolaire et un certificat de transfert. Pour les rassembler, il faut dépenser. Très généralement, au niveau de l'école de départ, il y a une petite somme, puis c'est les fiches de transfert et autres là sont recherchées par le directeur. Il est obligé d'aller chercher ça auprès des civers et autres. Donc dans ce cas, on prend une petite somme. Ça dépend de 1000 à 2000 francs. Ce sont des consensus pris par les directeurs. Voilà. Parce que le transfert aussi n'est pas gratuit. On a besoin aussi des fiches à remplir. S'il y a des sommes à réclamer, peut-être c'est à l'endroit de ces fiches-là. Comme les directeurs d'école traitent le transfert des élèves du premier cycle entre eux, ce sont les CAP qui s'occupent de celui du second cycle. Les élèves du second cycle, ça, obligatoirement, des transferts doivent venir au CAP. Au jour d'aujourd'hui, les CAP de Bamako, la plupart les font payer. Je vais parler au nom des CAP de l'académie rive droite que je maîtrise bien. La rive gauche, ça c'est autre chose. La rive droite, tous les CAP, à ma connaissance, font payer ces transferts-là. Et le montant, c'est un montant aléatoire. Quand on fait le transfert pour l'enregistrement, on demande 1000 francs. Et le décapsé. Tout naturellement, le transfert n'est pas payant. Parce que tout simplement, dans le cadre organique de fonctionnement du centre d'animation pédagogique, l'État dote la structure des moyens à la hauteur de la mission qui lui est assignée. Pas de ressources qui permettent à la structure de remplir pleinement sa fonction. Raison pour laquelle, pour le transfert, c'est 1000 francs. Si on avait les moyens qui nous permettaient de faire le travail comme à l'accoutumée, sans faire payer, on allait le faire. Mais c'est parce que les moyens manquent. Nous n'avons pas de ressources, nous n'avons pas de papier, nous n'avons pas d'encre. Les appareils avec lesquels nous servons, il faut les entretenir. Selon nos interlocuteurs, logiquement, le transfert n'est pas payant. Cependant, les circonstances obligent les parents d'élèves à payer les transferts. L'enseignement et l'éducation sont complémentaires pour façonner un citoyen doté d'une bonne moralité. Toutefois, il relève d'un constat que certains enseignants n'hésitent pas à proférer aux élèves des injures grossières, une pratique contraire à l'éthique et à la déontologie de la profession qui suscite d'ailleurs des interrogations. Samba Sanogo. L'injure est un geste, un procédé ou une parole adressée directement et délibérément à une personne pour l'offenser. Généralement, c'est dans le milieu scolaire que certains enseignants n'hésitent pas à proférer des injures envers les élèves. Pour certains enseignants, l'injure envers les élèves n'est pas pédagogique et la morale des enseignants ne les permet pas d'insulter un élève. Si certains enseignants insultent ou bien font des injures à l'envers d'un élève, peut-être ça peut être deux niveaux. Soit l'enseignant même, dans son éducation, a reçu quelque chose, ou a un antécédent, ou bien l'élève même, en quelque sorte, s'il fait des comportements vraiment qui énervent le maître, ça peut entraîner les injures.
mais de façon normale, l'injure envers un élève, vraiment, c'est pas bon. Sur le plan éthique, nous dirons que ce n'est pas une bonne chose, parce que déjà c'est prohibé par la loi. Donc sur le plan moral également, c'est quelque chose qui est prohibé. Donc, et socialement également, ce n'est pas bon. Donc l'ancien, c'est quelqu'un qui a un métier spécial. Donc dans ce métier également, il y a beaucoup de difficultés. Donc il doit, par rapport à sa formation, il doit mettre en œuvre ce qu'il a appris dans les écoles de formation. Donc dans ces leçons de LMP, la législation morale et professionnelle, voilà, il y a des règles qui sont édictées qui permettent aux enseignants de savoir comment se comporter avec les enfants, comment les maîtriser. Il y a certains enseignants qui injurient pour encourager les élèves. Si un maître insulte un élève, généralement la plupart des cas, ce n'est pas pour nuire l'élève, mais généralement c'est pour le corriger. Mais je dis bien que chacun a sa nature, a ses caractères. Ces insultes-là visent généralement à encourager l'enfant, lui donner plus de courage pour qu'il puisse aller de l'avant. Donc c'est dans ce cadre-là que certains enseignants ils peuvent faire quelques insultes, mais ce ne sont pas des insultes grossières. Donc ces insultes-là servent seulement pour pouvoir booster leur performance. Pour ces personnes, ce n'est pas une bonne idée d'injurier les élèves. Cela a des conséquences. En tant que mère de famille, on doit essayer au moins de conseiller ses enfants, d'interdire même les injures entre maître et élèves. Quand un maître injure ses élèves, bon, l'élève devient indiscipliné, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de respect entre maître et élève et ça crée beaucoup de problèmes entre ces enfants. Il peut y avoir des bagarres, ou bien les élèves même, les autres, parce que si tu insultes un élève, si l'élève reprenne, maintenant tu vas voir que ça peut entraîner des conflits. Enseignants, élèves, ils peuvent être des partisans aussi, il y a des élèves qui peuvent être du côté des enseignants, du côté du maître, les autres maîtres aussi peuvent défendre. Selon nos interlocuteurs, les injures ne sont pas un moyen pour éduquer un élève, que ce soit en milieu scolaire ou pas. En outre, ils trouvent que ce genre de traitement aboutit toujours à un manque de respect entre les personnes. Les comités de gestion scolaire jouent un rôle d'appui. Mais faute de moyens et de coordination, ces organisations peinent à accomplir leur mission. Selon les statistiques, 60% vivent cette situation. C'est du moins ce qu'affirme Fadense Traoré, président coordinateur des comités de gestion scolaire relevant du centre d'animation pédagogique de Sebeni-Kourou en commune 4 du district de Bamako. C'est dans ce reportage signé Saloum Konati. Directement liés à la commune ou au cercle, les comités de gestion scolaire CGS sont des acteurs incontournables au sein des établissements scolaires publics. Pourtant, depuis un certain temps, cet organe si important ne semble plus jouer le rôle qui lui est attribué. Les CGS, c'est les représentants légaux de la mairie donc, au sein d'une école pour la gestion. Parce que maintenant, en mode décentralisé, la gestion des écoles a été confiée donc, aux collectivités. Maintenant, les maires, là, maintenant, ils ne peuvent pas être tout le temps dans les écoles. Ils ont voulu quand même, la loi les autorise maintenant d'avoir un répondant. Maintenant, ce répondant-là est issu de la communauté. Élus pour un mandat bien déterminé, les comités de gestion scolaire CGS sont différents de l'association des parents d'élèves. Autre précision de taille, les CGS concernent uniquement l'enseignement secondaire et fondamental. Tout comité de gestion doit avoir maintenant un projet d'école. Donc maintenant il y a des projets d'école, maintenant il y a des plans d'action aussi. Oui, donc maintenant les projets, donc maintenant ça c'est pendant 3 ans, les projets d'école. Oui, mais les plans maintenant ça c'est annuel. Donc maintenant comme les comités de gestion scolaire ont un mandat de 3 ans. Par exemple quand je prends l'exemple 2022-2023, donc maintenant voilà les activités que nous devrons faire, avec quels moyens, avec quels partenaires. Donc maintenant c'est donc les bureaux qui doivent s'asseoir maintenant, identifier maintenant ces différentes activités-là à mener au cours de l'année. Si pour certains, des manques de formation sont à l'origine de ces dysfonctionnements au sein des CGS, pour d'autres, les parents d'élèves ont tout simplement démissionné. Les directeurs d'école ont de sérieux problèmes avec le comité de gestion à des endroits. Et surtout à Bamako ici, beaucoup vraiment ont mal compris le rôle même
du comité de gestion scolaire. Pour eux, c'est un organe qui est là tout simplement et ils viennent prendre de l'argent et ensuite maintenant ils s'en vont. Le problème est que beaucoup de ces membres, de ces comités de gestion ne sont pas des intellectuels. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Franchement, il faut reconnaître qu'il y a des problèmes. Un exemple, dans les mois antérieurs, là, donc nous avons pris l'initiative ici maintenant de tenir des assemblées générales dans les différents groupes scolaires. Ça, c'était pour atténuer un peu maintenant les problèmes dont les enfants viennent maintenant agresser leurs frères ou même les anciens dans les différentes classes là. Parce que ce sont les jeunes frères, ce sont nos enfants. Et maintenant, il faut réunir maintenant les chefs de famille, les autres maintenant, pour qu'ensemble, on trouve une solution par rapport à ce problème-là. Pour une meilleure gestion, le doyen propose. Donc moi, je suggère à ce que, au moins, que ces comités de gestion-là, les membres soient au moins des intellectuels. Par exemple, des fonctionnaires à la retraite. Si c'est des fonctionnaires à la retraite, et qui ont l'amour de l'école, qui savent bien que alors l'école doit marcher à partir maintenant alors des projets et ensuite et développer l'école et faire en sorte que les enfants même, alors on les amène, on les encourage à faire aimer l'école, à faire travailler. À titre de rappel, les comités de gestion scolaire ont été créés par l'arrêté numéro 04-0469 du ministère de l'Éducation du 9 mars 2004. L'avenir d'un pays repose sur la couche juvénile, dit-on. Pour permettre donc à la jeunesse de produire les résultats escomptés, une bonne éducation s'avère indispensable. Si nos grands-parents ont pu assurer une éducation de qualité à leur progéniture, aujourd'hui la tendance a tout simplement changé. Des réactions sur la question, c'est dans ce reportage signé Mantia Traoré. L'éducation parentale est le soubassement physique et intellectuel de l'enfant. Elle commence chez les plus jeunes par l'acquisition des connaissances élémentaires sur la vie en groupe. Même au sein des mosquées qu'on appelle les lieux de culte. Donc dans les lieux de culte, on apprend aux enfants, par exemple, à croiser vos bras, tenez-vous droit. Donc ça, ce sont des règles, ce sont des formules qu'on donne chaque fois aux enfants pour qu'ils se comportent, c'est-à-dire se conduisent dans la vie de tous les jours. Le rôle des parents dans l'éducation est vraiment primordial parce que l'enfant reflète tout d'abord ses parents. Si un enfant est bien éduqué, ça veut dire que ses parents lui ont inculqué une très bonne éducation depuis la base. Les parents ont l'impact le plus direct et durable sur l'enfant. Ceux-ci jouent un rôle clé dans son évolution. Auparavant, plusieurs personnes pouvaient participer à l'éducation d'un enfant, un comportement qui a tendance à disparaître de nos jours. L'éducation, c'est vrai, ça commence dans la famille et ça se propage. Je me rappelle quand on était gosse, quand tu fais quelque chose, quand tu fumes dans la rue par exemple, quelqu'un te prend, il te frappe, il t'amène à la maison pour dire à tes parents, je l'ai frappé parce que je l'ai surpris en train de fumer dans la rue. Aujourd'hui, même dans ta cour, si tu touches à l'enfant d'un de tes frères ou bien de tes soeurs, quelle est la conséquence? Peut-être vous allez vous retrouver à la police. Un enfant est éduqué à 3 endroits clés qui sont la maison, la rue et l'école. Cependant, pour que l'enfant excelle à l'école, il doit avoir une bonne base d'éducation en famille. La socialisation à l'école alors complète ce qu'on appelle la socialisation familiale. L'enfant commence d'abord les premières notions en famille et maintenant poursuit ces mêmes notions-là à l'école. La rue également, c'est un lieu alors de socialisation. Si je fais des choses bizarres, elle me donne des conseils. Je suis future maman, je suis comme ça. Bon, c'est dû à ma mère que je suis comme ça. Donc je pense que l'éducation compte beaucoup. Il y a un adage qui dit pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Et cet adage confirme le fait que pour que l'enfant soit bien éduqué, tout le monde doit jouer un rôle important, que ce soit l'éducateur, que ce soit les acteurs principaux qui s'occupent de l'éducation, le gouvernement, la famille. Tout le monde doit jouer un rôle important afin de guider l'enfant sur la bonne voie. Ici au Mali, les aînés constatent un enfant bien éduqué dans sa façon de marcher, de se vêtir ou d'aborder les autres. Même si le rôle d'un parent dans l'éducation évolue au fur et à mesure que les enfants grandissent, il est important de rappeler que les parents restent
des modèles. L'enfant doit alors recevoir, c'est-à-dire des premières notions, sinon des notions élémentaires, d'abord au sein de la famille. Et si l'enfant naît, on doit vraiment obligatoirement lui chercher à habiller l'enfant. Donc après savoir l'habiller là, donc nourrir l'enfant. Et après la nourriture, et on envoie l'enfant aller à l'école. Qui parle de l'éducation, c'est-à-dire parle de la socialisation. C'est elle qui façonne alors l'individu, c'est elle qui façonne, c'est-à-dire l'enfant. Éduquer un enfant, c'est développer son potentiel et lui offrir plus de chances de participer pleinement et de façon responsable à la vie de la société. Car l'éducation est le moteur, la garantie du développement humain et la transformation intégrale d'une société. La saison froide favorise la prolifération de certaines maladies comme le rhume, la grippe et surtout l'asthme. Des maladies qui, depuis un certain temps, font l'objet de nombreuses consultations dans les structures sanitaires. Pour atténuer les effets néfastes du froid, les spécialistes conseillent le port des vêtements lourds et des masques tout en évitant le lavage à l'eau froide. C'est dans ce reportage signé Aïssa Taba. Allergies et infections sont des pathologies respiratoires de la saison froide qui n'épargnent personne au Mali. Face à la fraîcheur, levée de poussière et vent sec, les vieilles personnes, les femmes enceintes et les enfants restent les couches les plus sensibles à ces maladies saisonnières. Ce bébé du couple Keita est victime d'une des maladies fréquentes en cette période, qui est le rhume accompagné de toux. J'ai amené ma fille chez le médecin parce que je lui ai constaté le rhume ainsi que la toux à mon retour du travail. Après consultation, je suis rassurée maintenant de connaître de quoi elle souffre exactement. Je suis satisfaite de la consultation et le médecin est aussi content de nous recevoir par les consultations précoces. C'est ce qu'il demande. Je lance un appel d'être plus vigilante pour la protection des enfants. Les aides ménagères ne peuvent pas tout contrôler. Les maladies épidémiologiques et atmosphériques de l'hiver sont contagieuses et un changement de comportement reste cependant la solution idoine pour la sauvegarde de la santé. Ces personnes vulnérables, il faut faire attention à l'exposition prolongée, surtout le vent. Le vent est frais et sec, ça déchire la peau. La sécheresse des muqueuses également. Pendant le sommeil, la canicule baisse. Malgré qu'il y ait trop de poussière, les ventilos sont mis à fond, les clims, l'eau fraîche, tout ce qui contribue à dégrader les barrières mécaniques peuvent également favoriser ces maladies, surtout chez les enfants. Le message que j'ai lancé, surtout à l'endroit des mamans, ça c'est la protection des nouveau-nés. Les exposer moins à l'air frais, les protéger contre la poussière et actuellement mettre de l'huile gommelonnée dans les narines également, ça permet de lubrifier et de motiver les cils vibratiles qui sont les barrières mécaniques pour caler les germes, les premiers trucs qui peuvent descendre dans les voies respiratoires. Également, je les incite à consulter immédiatement un médecin dès qu'ils sentent des symptômes de détresse respiratoire, de toux, également de grésillement ou tout autre symptôme pour parer au problème. Si la période de froid ne joue pas en faveur des personnes fragiles, elle fait tout de même le bonheur de certains à l'image des vendeurs de pulls et autres friperies qui contribuent à la protection en cette saison. Le rapport journalier de la maladie à coronavirus dans ce journal, sur 231 tests réalisés, on note 0 cas positif, 1 guéri, 0 décès. À ce jour, 2 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Cette nouvelle sportive avant de boucler ce journal, la Coupe du Monde Qatar 2022. La deuxième demi-finale se jouera ce mercredi entre la France et le Maroc. Coup d'envoi du match à 19h temps universel sur ORTM 1. Les Français viseront une 4e finale. Les Marocains, eux,
tenteront de disputer leur première finale de l'histoire. Voilà, c'est sur cette note sportive que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30, s'il plaît à Dieu. Bonsoir.